papier, disons, avec lequel on a pu faire ce livre. Se trouve également présent, et c'est un travail de titan, Paul et Anne Van Kalster, qui ont réalisé, si vous voulez, la mise en page, et qui, chaque fois qu'il y avait une modification, page 1, devait faire toutes les modifications suivantes. On verra pendant 2 ans. Voilà, Paul et Anne sont là au premier rang. Il y a Suzanne Maggi, si c'est avant de passer la parole, si vous allez voir l'exposition Duchamp qui a lieu à Beaubourg, il y a beaucoup de Picabia qui sont là. Mais beaucoup de gens disent que Duchamp a eu son inspiration grâce à Picabia. En 1991. Mais la base de notre travail a commencé bien avant 1991. Avec les archives de Picabia. Picabia lui-même a donné ses archives à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet en 1932. Depuis les années 30, Olga Picabia a gardé beaucoup des archives aussi. Et mes archives ont commencé dans les années 1960 et les archives énormes du comité Picabia a commencé dans les années 1990. Alors nous avons une quantité des archives encore. Mes archives datent des années 60, de 1960, parce que en 1961, j'ai fait la décision j'ai choisi Picabia comme sujet de ma thèse de doctorat à Yale University. Et le professeur là-bas m'a dit, réfléchis bien, réfléchis-vous, Picabia est trop compliqué. Mais j'ai insisté, et parce que mon professeur était un ami de Duchamp, il a donné un coup de téléphone de Duchamp tout de suite. Il a dit, ma soeur, j'ai ici une jeune homme qui voudrait écrire une thèse sur Picabia. Et là, la semaine prochaine, j'étais à New York avec ma soeur Duchamp. Et Duchamp a ouvert plusieurs portes pour moi, ici à Paris. Et c'était trop tard de rencontrer Picabia. Il est mort en 1953. Mais j'ai rencontré Olga Picabia. Et je mène Evelyne Picabia, la compagne de Picabia, pendant 15 ans. Et aussi Gabrielle Buffet-Picabia, sa première femme, et les enfants, quelques petits-enfants de Francis et Gabrielle. Et après ça, j'ai rencontré presque toute la famille de Duchamp. Malheureusement, c'est impossible ici. Et d'autres personnes importantes, Tristan Tzara, Max Ernst, Hansa, Sophie Teugerer, René Clair, et je ne sais pas, une quantité de personnes historiques dans la vie de Picabia. D'autres personnes historiques comme Simone Collinet, la première femme d'André Breton, mais à ce moment-là, Simone Collinet était la directrice d'une petite galerie à Kustenberg. Toute petite galerie, mais une galerie d'une énorme importance pour l'art moderne, spécialement pour Picabia. Et c'est le commencement d'une aventure. J'ai travaillé avec nombreuses galeries et musées partout. J'ai visité au moins 200 collectionneurs privés. J'ai presque vécu dans plusieurs archives. Comme galerie, c'est juste de citer aussi la galerie Schwartz à Milan. Et
la galerie 1900-2000 de Marcel David Fleiss, ici, déjà cité. Et comme archive, il est important de citer aussi le Centre Pompidou, Yale University, sur détruit l'art, et au-dessus de tout, l'incomparable bibliothèque littéraire Jean Housset. J'ai presque vu. C'était une installation permanente là-bas. Après la réalisation d'une relief sur Picabia en 1979, et une rétrospective que j'ai initiée au Guggenheim Museum en 1970, j'ai laissé à côté Picabia, afin de publier d'autres choses sur Marcel Duchamp et Max Ernst. Mais, comme Bernard a dit, en 2016, il y aura enfin, 45 ans après la petite rétrospective que j'ai initiée à New York, au Guggenheim, il y aura une grande exposition rétrospective organisée par Zurich et MoMA. Et je suis tellement content. C'est le moment. La direction de mes études a changé encore quand Olga Picabia a décidé de commencer son catalogue de Picabia. Elle a commencé avec un membre de la famille et avec Pierre. Ne connaissons pas. Mais nous sommes ensemble dans notre affection pour Olga et le désir de réaliser un catalogue résumé. Nous avons établi 2 bureaux. Le principal ici à Paris, dans l'appartement de Francis et Olga Picabia. Et l'autre chez moi, chez le campus de Houston. Et voilà. Après plus que 20 ans, nous sommes encore des amis consacrés au catalogue. Les Madame Carté et Canfield ont trouvé les spécialistes pour le computer programme. Maria Reidelbach aux États-Unis et Roger Gonon ici en France. Bientôt, nous avons invité l'historien Maria Luisa Porras de nous joindre. Elle est morte depuis 2010. Ensuite, nous avons engagé un autre Pierre, qui est l'étoile de la nouvelle génération des études de Picabia. Chapeau en or. Pendant des années, nous avons travaillé avec l'aide de plusieurs assistants. Mais, depuis 15 ans, Jana Gromova est devenue une inestimable assistante pour Beverly Carté et pour tout le comité. 18. 18. 18, ok. Je change. Par bonheur, j'ai engagé Candace Clémence comme une collègue pour nous à Houston. Elle est une historienne de l'art exceptionnel. Elle est devenue tout à fait essentielle pour notre équipe. Elle a contribué à la première étude sur l'art graphique de Picabia dans ce catalogue. Beverly Carté a trouvé la photographe Suzanne Nagy, qui est devenue aussi essentielle pour le comité. Oui. Et là. Et enfin, la publication de ce catalogue raisonné, nous avons eu la chance de travailler avec le catalogue. L'équipe là-bas, Bernard Steyart, Vivien Ducrot, avec Paul von Kaster et sa femme Anne chez Anagramme. Toutes les personnes
quand cette équipe travaille sur un niveau professionnel frappant. Aussi, avec une patience essentielle pour notre équipe, l'équipe de Picabia, avec un but visuel fondamental pour ce projet. Merci infiniment, Mercator. Et c'est tout. Merci, Arcurial aussi. Vous voulez que je dise un mot? Moi, je vais rester là. Je vais rester là, parce que tout le monde m'entend. Bon, j'approche. Bon, de toute façon, je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Beaucoup de choses ont été dites, ça me cherche un petit peu en cours. Et puis, j'ai été justement en colloque et en cours toute la journée. Je sens que ma voix commence à faiblir un peu. Mais que pourrais-je ajouter d'abord peut-être des choses sur Bill, qui a un petit peu parlé de son travail, mais je voulais revenir sur l'effort incroyable que constitue en fait, toute cette carrière dévolue presque entièrement, mais pas seulement à Picabia. À côté de ça, Bill a fait aussi pas mal d'autres choses, comme tout universitaire se doit. Mais je suis, et c'est un modèle pour moi bien entendu, étonné de cette incroyable constance en fait. Tu l'as rappelé au début de ton travail sur Picabia en 61. On est en 2014, on peut faire les additions soi-même. Elles sont, c'est presque vertigineux d'une certaine manière. Donc ce que nous avons là ce soir, c'est le résultat de toute cette vie, de cette carrière consacrée à un seul immense artiste. Et en effet, ça n'était peut-être pas gagné d'ailleurs, dès le départ, parce que comme tu y as fait un petit peu allusion, c'était pas évident de travailler sur Picabia à cette époque-là. Il y avait tout à faire encore pour installer l'artiste à sa vraie place. Et 1970, donc la rétrospective au Guggenheim, on en a reparlé encore l'autre jour, j'avais en main le catalogue. Il y a quelques reproductions de l'œuvre, disons, postérieure à Dada, mais la rétrospective elle-même s'arrêtait en 25 ou même en 22, je crois. Et donc au-delà de 22, en tout cas au-delà de Dada, Picabia, ça n'existait pas, c'était totalement nul et non avenu. Donc il a fallu, alors l'exposition du Grand Palais ici en 76, et puis ton ouvrage, effectivement, en 79, pour considérer le Picabia global, le Picabia dans sa totalité, celui qui allait donc jusqu'à la dernière période abstraite, qui a été considérée assez vite comme encore à peu près présentable. Disons, mais entre-temps, il y avait eu les transparences, il y a eu les monstres, toutes sortes de choses qui ont été considérées comme étant absolument ignobles, en fait, et rejetées du goût commun. Donc, ta carrière, en fait, a accompagné et a fait que Picabia est redevenu visible pour quantité de gens. Et ce que je trouve aussi remarquable, c'est que ce travail s'est fait parallèlement aussi à ce qui se faisait d'un autre côté, du côté des artistes, en fait. Et tu fais allusion un petit peu dans ta monographie en 79, où tu cites entre autres le goût de Jim Line pour Picabia, mais de plusieurs autres. Tu vois, tu commences à analyser le fait que c'est aussi, au fond, par le regard des artistes que Picabia retrouve le devant de la scène, et que ce Picabia global, en fait, retrouve le devant de la scène. Et ce Picabia global, ben voilà, c'est celui qui nous arrive là, fin. Encore par petits morceaux, il y a encore quand même 3 autres tomes, donc ça n'est pas terminé. Mais le premier tome est déjà là pour indiquer la direction. Et au final, le projet aura effectivement replacé un Picabia dans sa totalité. Et je dirais un Picabia, pas du tout un Picabia postmoderne en fait. Alors ça c'est peut-être un peu ma conviction en débat, mais pas un Picabia postmoderne, un Picabia moderne, c'est-à-dire un Picabia qui d'emblée est engagé, et c'est le problème de la modernité dès le début, avec le problème de l'existence d'autres images que celle de la peinture en fait, la photographie, le cinéma, et qu'au fond Picabia n'a cessé de batailler avec cela, et que toutes les choses les plus
terrible et considéré longtemps comme horrible qu'a fait Picabia, et notamment les nus de la guerre, par exemple, qui avaient été bannis de l'exposition du Guggenheim, joue avec cela, avec le fait qu'il existe, avant la peinture, d'autres images, qui sont celles de la photographie notamment, et que Picabia va beaucoup utiliser. Et ce qui a été considéré comme étant un trait typiquement postmoderne est en réalité ancré dans le travail de la modernité dès le début, et on le voit justement avec ce catalogue et les premières sources, les premiers emprunts que fait Picabia aux images mécaniques, aux images de la reproduction technique, comme disait Walter Benjamin. Voilà, donc ce Picabia complet, ce nouveau Picabia, ce Picabia mieux compris, eh bien, nous te le devons, hein, cher Bill, et nous sommes heureux, je suis heureux pour ma part de me placer dans ton sillage avec grand respect et immense sympathie. Merci. Un mot, après cette histoire. C'est difficile d'imaginer aujourd'hui, mais quand j'ai parlé à propos d'une exposition à New York dans les années 1970, c'est impossible de trouver un musée un jour aux États-Unis qui voudrait exposer quelque chose après 29. Et j'ai dit goodbye à deux, trois musées, parce que c'était seulement le Guggenheim qui voudrait exposer quelque chose après 24. Mais quand même, c'était impossible de voir un nous des années 40. C'est une bataille pour moi de gagner même une reproduction, petite reproduction. Et quel changement! Quel changement! Grâce à moi. Je voudrais ajouter une chose aussi. Vous vous demandez peut-être pourquoi a-t-on choisi ce tableau pour la couverture. C'est le dernier tableau de ce premier volume, du premier volume 1, et il est au MoMA. Il est 1914 et il s'appelle « C'est de moi qu'il s'agit ». Et je voudrais ajouter une autre chose, c'est que l'histoire fait bien les choses, c'est que Bill a fait son PhD à Yale, et le diffuseur dans le monde anglo-saxon du catalogue raisonné est Yale University Press, donc c'est un peu un retour aux origines. Et dans le monde francophone, à part nous, dans nos territoires du Nord, c'est Actes Sud qui diffuse le livre pour nous au Canada, en France et en Suisse. Donc normalement le livre devrait être bien présent en librairie. Voilà, et je remercie encore Arc-Uriel pour son hospitalité. Merci.